vivons dans un monde où tout le monde se sent offensé par tout, où un mot mal prononcé déclenche des tempêtes, où un regard suffit à briser quelqu'un de l'intérieur. La plupart des gens marchent avec l'esprit exposé comme une plaie ouverte, espérant que le monde soit gentil, que les gens soient justes, que la vie se comporte. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Et tant que tu continueras à attendre que le monde te traite bien pour te sentir bien, tu seras une marionnette émotionnelle. On te contrôlera avec des silences, des rejets, des promesses brisées. On te traînera chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais. Parce que tu n'as pas le contrôle, parce que tout te touche, parce que tout te bouge. Mais il y a une autre façon de vivre. Devenir émotionnellement intouchable ne signifie pas fermer son cœur, c'est tempérer son caractère. C'est construire un esprit qui ne se brise pas face à la critique, une attitude qui ne supplie pas le respect, une présence qui n'a pas besoin d'explication. Tu n'es pas ici pour être aimé de tous. Tu es ici pour être maître de toi-même. Et si tu veux cela, tu vas devoir t'entraîner comme un guerrier mental, parce que ce n'est pas de la spiritualité douce, ni du positivisme bon marché. C'est de la philosophie dure, du stoïcisme pur, une façon brutale de te regarder dans le miroir et de dire « Le jeu est fini. À partir d'aujourd'hui, les émotions me servent, elles ne me gouvernent pas. » Tu ne vas pas changer le monde. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un de te critiquer, de te décevoir, de te provoquer. Mais tu peux devenir quelqu'un qui ne se brise pas, quelqu'un qui se tait quand ils veulent déchaîner leur fureur, qui sourit quand ils essaient de le sortir de son centre, qui marche comme si rien n'avait plus le pouvoir de tordre son âme. C'est cela, devenir intouchable, et tu n'as pas besoin d'un miracle, juste 8 leçons, 8 principes stoïciens que tu peux pratiquer, qui se ressentent, qui vont te déranger. Mais si tu les appliques, tu deviendras cette personne que personne ne peut renverser. Un esprit froid, un cœur ferme, une présence qui impose sans crier. Prépare-toi, parce que cela ne va pas être confortable, cela va être nécessaire. 1. Fais de l'impulsion un serviteur, pas ton maître. L'impulsion est comme un cheval sauvage, puissant, rapide, plein d'énergie. Mais si tu ne le domptes pas, il te jette à terre et te traîne dans la boue. Cette force qui devrait te pousser vers tes objectifs finit par piétiner ta stabilité, ta santé mentale, tes relations. L'impulsion n'est pas l'ennemi, mais elle n'est pas non plus le leader. Elle doit obéir aux ordres, pas les donner. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes le contrôle. Tu laisses une émotion passagère prendre des décisions permanentes pour toi. Tu cries quand tu devrais te taire. Tu attaques quand tu devrais observer. Tu te justifies quand le silence était la meilleure option. Pourquoi? Parce que tu es habitué à obéir à la première chose que tu ressens. Parce que tu as confondu intensité et clarté. Être émotionnellement intouchable ne signifie pas éteindre ce que tu ressens, mais apprendre à le diriger. Ressentir de la colère ne te rend pas faible. Laissez la colère décider pour toi. Oui, il en va de même pour la peur, l'orgueil, la honte. Tu ne peux pas empêcher qu'ils apparaissent, mais tu peux décider ce que tu fais avec eux. Et c'est là que commence la véritable force. Le stoïcien ne devient pas une pierre, il devient un feu contenu. Il sait quand agir, quand parler, quand lâcher prise. Et surtout, quand ne rien faire. Parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être dit, que toute provocation ne doit pas être répondue. Maîtriser l'impulsion n'est pas répression, c'est stratégie. Ce n'est pas tout avaler, c'est choisir tes batailles avec intelligence. C'est te donner quelques secondes avant de réagir et te demander « Est-ce que cela me rend fort ou esclave? Est-ce que j'agis avec intention ou est-ce que j'explose simplement parce que je ne sais pas gérer ce que je ressens ?» La plupart échouent ici, parce qu'ils croient que l'authenticité est de dire la première chose qui leur vient à l'esprit, que être réel est de réagir sans filtre. Non, être réel, c'est avoir le courage de regarder l'impulsion en face et de lui dire « Tu travailles pour moi, pas l'inverse ». C'est ça le pouvoir, c'est ça le caractère. Pratique-le.
Chaque fois que quelque chose te décentre, ne réponds pas immédiatement. Respire. Regarde l'émotion comme si elle n'était pas la tienne. Attends que la fumée se dissipe. Et quand tu as la clarté, alors agis. Ainsi, petit à petit, tu cesses d'être l'otage de ce que tu ressens et tu deviens le stratège de ton monde intérieur. La force n'est pas dans le fait de crier plus fort. Elle est dans le fait de ne pas avoir besoin de crier, de ne pas laisser l'impulsion ruiner ce que la patience peut construire. Parce que celui qui se maîtrise non seulement impose le respect, il inspire, il désarme, il impacte. Celui qui se contrôle devient dangereux dans le meilleur sens du terme, imprévisible, centré, ferme. Il ne tombe pas dans les pièges, il ne répond pas comme on l'attend, il ne s'effondre pas. Fais de l'impulsion un serviteur. Utilise-la comme énergie, comme feu, comme étincelle, mais jamais comme guide. Parce que si tu laisses le cheval courir sans rêne, tu n'iras pas loin. Tu vas te briser, tu vas te perdre. Et tu n'es pas ici pour te perdre. Tu es ici pour entraîner ton esprit jusqu'à ce que chaque impulsion t'obéisse comme un soldat. Jusqu'à ce que rien ne te bouge sans ton permission. Parce que c'est ce que font ceux qui deviennent émotionnellement intouchables. 2. Le silence frappe aussi. Le silence est comme une épée dans son fourreau. Il ne fait pas de bruit, il ne menace pas, il ne s'agite pas. Mais lorsqu'il est utilisé avec intention, il coupe plus profondément que 1000 mots. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence contenue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir au repos. Et lorsque tu le maîtrises, il cesse d'être une échappatoire pour devenir ton arme la plus tranchante. Nous vivons à une époque où tout le monde crie, tout le monde a une opinion, tout le monde a besoin d'être entendu, approuvé, répondu, comme si la valeur d'une personne se mesurait à la quantité de bruit qu'elle peut faire. Mais ce n'est que de l'ego désespéré à la recherche de validation. Au milieu du chaos, celui qui garde le silence semble invisible, mais en réalité, il est au-dessus. Car celui qui n'a pas besoin de parler montre qu'il a déjà le contrôle. Lorsque quelqu'un te provoque, t'accuse ou te blesse, le plus facile est de répondre immédiatement. Te défendre, contre-attaquer, crier plus fort. Ce qui est difficile, c'est de soutenir le regard, de garder le corps ferme et de se taire. Parce qu'à ce moment-là, tu ne domines pas seulement la situation, tu te domines toi-même. Et lorsque tu y parviens, tu deviens une présence qui intimide sans bouger, qui impacte sans élever la voix. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est savoir que tout ne mérite pas ton énergie, que bien souvent, la réaction qu'ils attendent de toi est celle qui t'enferme dans leur jeu. Que répondre, c'est tomber dans le piège. Mais lorsque tu choisis de ne pas entrer, lorsque tu décides de ne pas expliquer, de ne pas justifier, de ne pas supplier, tu crées un espace qui déconcerte, un vide qui pèse, un calme qui déstabilise. Le silence met mal à l'aise celui qui s'attendait à un spectacle, celui qui voulait te voir tomber, crier, se justifier. Et toi, en choisissant de ne pas jouer à ce jeu, tu récupères le pouvoir qu'ils essayaient de te prendre. Il ne s'agit pas de se taire par peur, il s'agit de se taire parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu comprends que le contrôle ne se crie pas, il se transmet. Et celui qui peut garder le silence peut aussi supporter le monde sans se briser. Être émotionnellement intouchable, c'est aussi savoir quand ne rien dire. C'est observer avec froideur, filtrer avec sagesse et agir quand c'est vraiment nécessaire. Parce que tout moment ne mérite pas un mot, mais chaque mot doit avoir son moment. Ne parle pas pour combler le vide, n'explique pas pour être compris. Ne discute pas pour gagner. Apprends à rester silencieux comme celui qui a déjà vaincu. Et cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être précis. C'est comme un loup qui n'aboie pas, qui ne mord que quand il le faut. Parce que le silence ne signifie pas que tu es soumis. Cela signifie que tu prépares ton coup avec patience, que tu es concentré sur ce qui compte vraiment, que tu ne vas pas t'épuiser dans des guerres mineures pendant que tu construis quelque chose de grand. Exerce ce silence. Quand quelqu'un te provoque, observe. Quand quelqu'un t'accuse sans raison,
Écoute. Quand tout autour de toi semble exiger une réaction immédiate, attends. Parce que plus il y a de bruit à l'extérieur, plus tu as besoin de silence à l'intérieur. Non pas pour fuir, mais pour maintenir ton centre. Le silence frappe aussi, mais il le fait avec intelligence, avec une supériorité émotionnelle, avec la sécurité de celui qui n'a plus besoin de s'imposer en criant, parce que sa seule présence dit tout. Entraîne-toi à cela. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit qui peut choisir quand parler et quand laisser le silence parler pour lui. 3. Tu n'es pas le centre de l'univers et cela te libère. Imagine une tempête en mer, les vagues frappent, le ciel gronde, les vents emportent tout. Mais au milieu de ce chaos, à des kilomètres de profondeur, le fond de la mer reste immobile, inaltérable. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas à la surface, il ne rivalise pas avec le bruit, il ne croit pas que le monde tourne autour de lui. Et c'est précisément la liberté dont tu as besoin. Cesser de vivre à la surface de ton ego, en croyant que tout ce qui se passe est personnel, que tout est contre toi, que tout a à voir avec toi. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de croire que nous sommes le centre de l'univers. Que si quelqu'un se comporte d'une certaine manière, c'est à cause de nous. Que si on nous ignore, nous critique ou nous déçoit, c'est parce qu'on nous attaque. Mais la vérité est plus simple et plus brutale. La plupart des gens sont trop occupés avec eux-mêmes pour penser autant à toi. Et accepter cela ne te rend pas insignifiant. Cela te rend libre. Quand tu arrêtes de prendre tout comme une offense personnelle, quelque chose en toi se débloque. Tu ne réagis plus comme un enfant blessé qui a besoin d'être vu, compris ou validé. Tu ne portes plus le poids d'essayer de contrôler ce que les autres pensent ou ressentent à ton sujet. Parce que tu comprends que chacun mène sa propre bataille et que ce qu'ils font ou disent n'a pas toujours à voir avec toi. En fait, cela a rarement à voir avec toi. Le stoïcisme le dit clairement. Ne contrôle pas ce qui ne dépend pas de toi. Et l'une des choses que tu peux le moins contrôler est l'esprit des autres, leurs jugements, leurs décisions, leurs attentes. Alors, pourquoi vivre piégé là-dedans? Pourquoi t'épuiser à essayer de plaire, de clarifier, de réparer ce qui n'est même pas entre tes mains? Quand tu comprends que tu n'es le centre de rien, tu cesses d'être l'esclave du drame. Tu deviens plus léger, plus clair, plus fort. Parce que tu n'as plus besoin que le monde t'applaudisse. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu commences à agir à partir de ton but, pas de ton insécurité. Et cela change tout. Être émotionnellement intouchable, c'est aussi cela. Te retirer du milieu. Arrêter de te croire le protagoniste de toutes les histoires. Arrêter de penser que tout tourne autour de toi. Parce que l'ego veut de l'attention, mais le caractère veut la liberté. Et la liberté commence quand tu comprends que le monde ne te doit rien, que la vie ne tourne pas en ta faveur, que tu ne vas pas toujours plaire, ni t'intégrer, ni recevoir ce que tu espères. Mais cela ne te retire pas de valeur. Cela te force seulement à devenir plus fort à l'intérieur. Alors la prochaine fois que tu te sens attaqué par tout, respire. Regarde-le avec froideur. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi ? Ou est-ce que je le prends juste comme ça? Et si la réponse est que tu le prends personnellement, laisse tomber. Ne te noie pas pour des choses qui ne sont même pas dirigées vers toi. Ne porte pas le poids de l'ego de te croire le centre de l'univers, alors qu'en réalité tu n'es qu'une partie du flux de la vie. Accepter cela n'est pas se rendre, c'est se réveiller. C'est lâcher une charge mentale qui n'a jamais été la tienne. C'est commencer à marcher plus léger, plus présent, plus fort. Parce que quand tu n'attends plus que tout te favorise, tu commences à te préparer à tout. Et cette préparation te rend invincible. 4. Dis stop sans élever la voix. Un mur ne crie pas quand quelqu'un le frappe. Il ne bouge pas, il ne s'explique pas, il ne demande pas de respect. Il est juste là, solide, immobile. Et quand quelqu'un se cogne contre lui, il comprend le message sans avoir besoin d'un seul mot. C'est ainsi que tu dois apprendre à dire stop.
Pas avec des cris, pas avec de la colère, pas dans le désespoir, mais avec une présence si solide que les gens comprennent qu'on ne joue pas avec toi sans que tu aies à perdre le contrôle pour le prouver. Il y a ceux qui croient que mettre des limites est synonyme d'explosion, que pour être entendu, tu dois élever la voix, réagir, faire du bruit. Mais cela ne prouve que tu n'es pas encore devenu quelqu'un qui impose le respect depuis le calme. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans le cri, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de le faire. Celui qui crie cherche de l'autorité. Celui qui se tait avec fermeté l'a déjà. Dire stop est un art. C'est savoir jusqu'où tu vas tolérer, combien tu es prêt à permettre et quand il est temps de fermer la porte. Mais si tu le fais depuis le débordement, depuis l'émotion débordante, ce que tu communiques est la faiblesse. Parce que n'importe qui peut exploser, mais peu peuvent rester fermes sans se perturber. Peu peuvent dire « ça suffit » avec une voix calme, mais si sûre qu'elle coupe court à toute tentative de manipulation, d'abus ou de manque de respect. Être émotionnellement intouchable, c'est aussi avoir des standards. Pas depuis la supériorité, mais depuis la clarté. Savoir ce que tu n'accepteras pas, non pas parce que tu te crois meilleur que les autres, mais parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce qui te détruit et tu sais ce que tu mérites. Et de là, tu fixes la limite. Sans scandale, sans haine, sans explications inutiles. Tu la fixes simplement et c'est tout. Les gens vont te tester. Ils vont franchir la ligne pour voir si tu es vraiment prêt à la maintenir. Et si tu ne le fais pas, ils vont te marcher dessus. Parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. Ils ne respectent pas ce qui n'est pas clair. Mais si tu fixes une limite et que tu la maintiens sans hésiter, sans avoir besoin de la justifier, les gens le sentent. Ils peuvent être contrariés, ils peuvent s'éloigner, mais je te garantis une chose. Ils ne douteront plus jamais de jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Il ne s'agit pas de jouer les durs, ni d'avoir une attitude. Il s'agit d'avoir la paix mentale. Parce que lorsque tu ne fixes pas de limites claires, tu vis envahi, épuisé, exploité émotionnellement. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu es si fatigué, pourquoi tout t'affecte, pourquoi tu portes des culpabilités qui ne sont pas les tiennes. C'est parce que tu n'as pas su dire stop. Ou tu l'as dit en criant, en pleurant, en suppliant. Et alors personne ne l'a pris au sérieux. Pratique-le. Apprends à fermer les portes avec dignité. Apprends à dire « jusqu'ici » avec calme. Apprends à te retirer sans faire de scandale. Celui qui sait quand partir, quand couper, quand fermer, devient émotionnellement inaccessible à tout ce qui le détruisait auparavant. Parce qu'il n'est plus disponible pour le chaos. Il n'est plus prêt à se donner à ce qui ne lui apporte rien. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu as besoin d'élever ton standard, tu as besoin de décider ce qui n'est pas négociable. Et une fois que tu l'as fait, ne bouge pas de là. N'explique pas, ne discute pas, ne te justifie pas. Dis stop et continue à avancer. Celui qui te respecte comprendra. Celui qui ne le fait pas, qu'il reste à parler tout seul. Et c'est ainsi que le respect est forgé. Pas avec la force brute, mais avec une présence ferme. Pas avec des menaces, mais avec des décisions. Pas avec des cris, mais avec la force de quelqu'un qui n'est plus prêt à se livrer au bruit. 5. Marche comme celui qui n'a pas besoin de s'expliquer. Une ombre ne s'excuse pas d'exister. Elle accompagne sans demander la permission, se projette sans faire de bruit et continue son chemin, même si personne ne la remarque. C'est ainsi que tu devrais te comporter dans la vie, sans avoir besoin d'approbation, sans chercher d'explication, sans mendier la compréhension. Marcher avec assurance ne signifie pas crier au monde qui tu es, c'est que le monde le comprenne sans que tu aies à le dire. Il y a une liberté profonde à cesser de se justifier, à arrêter de donner des raisons pour chaque décision, chaque changement, chaque limite. Parce que celui qui s'explique trop vit en essayant de plaire. Il vit dans la crainte du jugement d'autrui. Il vit avec l'esprit emprisonné dans une cage invisible, le besoin d'être compris. Mais la vérité est que tout ne doit pas être expliqué, tout ne doit pas être justifié, et tout le monde ne mérite pas une réponse. Le stoïcien comprend que son énergie est sacrée, et il sait que la gaspiller pour convaincre les autres de sa valeur est une forme lente d'autodestruction.
Parce que pendant que tu essaies de prouver qui tu es, tu perds le temps que tu devrais utiliser pour le construire. Pendant que tu cherches la validation, tu cesses de vivre selon tes propres termes. Et cela te rend fragile. Parce que tu fais dépendre ta sécurité d'une opinion externe, instable et changeante. Marcher sans avoir besoin de t'expliquer n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est savoir que tu fais certaines choses parce que tu les sens nécessaires, pas parce que quelqu'un les approuve. C'est apprendre à te déplacer avec un but, pas avec de la culpabilité. Et quand tu y arrives, quand tu cesses de justifier chaque pas que tu fais, quelque chose change dans ta présence. Elle devient plus lourde, plus solide, plus authentique. Les personnes qui ont le plus d'impact ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui se déplacent avec une direction, avec des décisions claires, avec une énergie qui ne demande pas la permission. Et cela ne vient pas de l'ego, cela vient du travail interne, de te connaître, de te respecter, d'arrêter de chercher à être correctement interprété par tous. Parce que tu comprends que plus tu t'expliques, plus tu te dilues. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un remet en question ton changement, ton silence, ta distance ou ta décision, ne te mets pas en mode défense. N'explique pas ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. N'essaie pas de convaincre celui qui est déjà décidé à ne pas te comprendre. Marche la tête haute, non pas parce que tu crois que tu es meilleur, mais parce que tu sais que tu es en accord avec toi-même. Et cela suffit. Quand tu marches comme celui qui n'a pas besoin de s'expliquer, tu projettes une autorité interne. Tu es comme cette ombre qui est simplement là, et sa seule présence suffit pour être remarquée. Tu ne te bats pas, tu ne cries pas, tu ne t'adaptes pas au moule des autres. Tu marches par conviction, pas par réaction, et celui qui le verra, le verra. Celui qui ne le verra pas, qu'il regarde ailleurs. C'est difficile au début, parce que nous avons tous grandi en croyant que nous devons donner des raisons pour tout, que nous devons justifier jusqu'à notre inconfort, que nous devons nous excuser pour fixer des limites, qu'il est mal de s'éloigner sans une explication parfaite. Mais cela ne fait que perpétuer la dépendance émotionnelle. La liberté commence lorsque tu choisis de ne pas rendre compte de chaque pas, mais de marcher en sachant que ce pas t'appartient. Et cela en soi est déjà un coup de pouvoir, c'est déjà une déclaration silencieuse, parce que lorsque tu cesses de parler pour convaincre, tu commences à parler seulement lorsque tu as quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être dit. Et le reste, tu le laisses derrière toi, pendant que tu continues à marcher. 6. Ta paix est ta responsabilité, pas une courtoisie d'autrui. La paix intérieure est comme une bougie allumée au milieu d'une tempête. Fragile, vulnérable, toujours en danger de s'éteindre si tu ne la protèges pas de tes propres mains. Attendre que les autres en prennent soin pour toi, c'est comme laisser une bougie dans la rue et espérer que le vent sera clément. Ça n'arrivera pas. Ta paix n'est pas la responsabilité du monde, elle est la tienne. Et si tu ne la défends pas, personne ne le fera pour toi. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que le calme dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Que tu as besoin qu'on te parle gentiment, qu'on te traite bien, que tout soit en ordre pour que tu te sentes bien à l'intérieur. Mais cette façon de vivre te rend otage. Parce que dès qu'un petit désordre se produit, tu te désorganises aussi. Dès que quelqu'un te fait défaut, tu t'effondres. Dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu perds le contrôle. La vérité est inconfortable mais nécessaire. Personne n'est obligé de te donner la paix. Personne n'a le devoir de se comporter comme tu le souhaites pour que tu sois tranquille. Et plus tôt tu l'accepteras, plus vite tu retrouveras ton pouvoir. Parce que tant que tu croiras que ton équilibre dépend des autres, tu vivras dans la peur, l'anxiété, une tension constante pour tout garder sous contrôle. Mais quand tu comprends que ta paix dépend de toi, tout change. Être émotionnellement intouchable ne signifie pas éviter d'être blessé. C'est devenir si solide à l'intérieur que même quand ils essaient, ils n'y arrivent pas. Parce que tu ne réagis plus comme avant, parce que tu as appris à respirer, à observer, à répondre au lieu d'exploser. Parce que tu as compris que prendre soin de ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale.
Le stoïcisme ne signifie pas froideur, cela signifie force émotionnelle. C'est pouvoir marcher dans le chaos sans laisser le chaos marcher en toi. Et pour cela, tu dois prendre des décisions inconfortables, t'éloigner de ce qui ne t'apporte rien, poser des limites sans culpabilité, lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, arrêter d'attendre que la vie te traite avec des gants de soie. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une priorité. Elle n'est pas entre les mains de ton partenaire, de ton patron, de tes amis ou de ta famille. Elle réside dans ta façon de penser, d'interpréter, de réagir. Et si tu n'es pas prêt à prendre le contrôle de cela, alors tu choisis de vivre exposé, à la merci du bruit, du drame, du chaos d'autrui. La pratique est quotidienne. Chaque fois que quelqu'un te provoque, rappelle-toi. Tu décides si tu donnes ta paix ou si tu la gardes. Chaque fois que quelque chose tourne mal, tu choisis si tu te laisses perturber ou si tu respires et adaptes ton approche. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être conscient, de réaliser que chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu acceptes, chaque réaction que tu choisis, construit ou détruit ta stabilité. Et bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Tu vas échouer. Tu vas te perturber, tu vas perdre le contrôle parfois. Mais si tu continues à revenir à ton centre, si tu continues à pratiquer, si tu fais de ta paix une priorité non négociable, avec le temps tu deviens cette personne qui ne se brise plus pour des futilités, qui ne se désorganise pas pour n'importe quoi, qui sait comment revenir à l'équilibre, même si tout à l'extérieur tremble. C'est l'objectif. Non pas une vie parfaite, mais un esprit ferme. Non pas dépendre de l'extérieur, mais construire une force interne qui ne se négocie pas. Parce que quand tu fais de ta paix ta responsabilité, personne d'autre ne peut te l'enlever. 7. Ne te parle pas comme quelqu'un que tu veux détruire. L'esprit est comme une pièce dans laquelle tu vis tous les jours. Et les mots que tu utilises avec toi-même sont les meubles que tu décides de mettre là. Certains remplissent l'espace de force, de clarté, d'ordre. D'autres le remplissent de déchets, insultes, reproches, jugements. Des mots qui, au lieu de te relever, t'enfoncent. Si tu te parlais à voix haute comme tu le fais dans ta tête, tu aurais probablement honte. Et pourtant, tu le fais, encore et encore. Il ne s'agit pas de positivisme bon marché, ni de te répéter des phrases vides devant le miroir. Il s'agit d'être conscient de l'impact brutal que tes propres mots ont. Parce que ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu te regardes, quand tu fais face à la peur, c'est ce qui construit l'idée que tu as de toi. Et si chaque phrase est un coup, n'espère pas avoir de l'estime de soi, de la confiance ou de la force. Parce que personne ne peut se relever quand la voix qu'il entend toute la journée le pousse au sol. Beaucoup mènent une guerre interne plus cruelle que n'importe quelle bataille externe. Ils se traitent d'inutiles, de faibles, d'échecs. Ils se critiquent pour tout. Ils s'insultent pour ressentir, pour douter, pour ne pas répondre à une attente absurde. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils le font automatiquement, comme si c'était normal, comme si c'était mérité. Mais ce n'est pas le cas. C'est une forme silencieuse d'autodestruction. Et si tu ne l'arrêtes pas, elle finit par façonner ta vie. Le stoïcisme parle de maîtrise, de clarté, de vertu. Et tout cela commence par la façon dont tu te traites, parce que tu ne peux pas espérer agir avec courage si tu te répètes que tu es un lâche. Tu ne peux pas prendre de décisions fortes si tu te parles comme quelqu'un de brisé. Tu ne peux pas construire du caractère si chaque jour tu te sabotes avec la langue acérée de l'autocritique destructrice. Commence par écouter comment tu te parles quand personne ne te voit. Ce ton interne est plus important que l'opinion de n'importe qui. Il n'a pas besoin d'être doux, mais il doit être ferme. Il n'a pas besoin d'être indulgent, mais il doit être juste. Exige de toi-même, mais ne te déteste pas. Corrige, mais ne te humilie pas. Sois ton propre entraîneur, pas ton bourreau. Parce qu'au final, les mots créent des réalités. Ce que tu te dis à toi-même devient la façon dont tu marches, dont tu regardes, dont tu affrontes le monde. Si tu te répètes que tu ne peux pas, tu vas échouer. Si tu te traites comme une erreur, tu vas te cacher.
Mais si tu commences à te parler avec respect, même dans tes pires jours, tu vas remarquer quelque chose. Ton esprit commence à changer, ton corps commence à répondre, ton esprit commence à se lever. Cela ne signifie pas que tu ignores tes échecs. Cela signifie que tu les affrontes sans te détruire dans le processus. Que tu apprennes à te dire la vérité avec force, pas avec cruauté. Que tu utilises tes mots comme des outils, pas comme des couteaux. Parce qu'il y a une grande différence entre dire « j'ai mal fait cela et je vais m'améliorer » et dire « je suis un désastre, je ne sers à rien ». L'un te pousse, l'autre te coule. Fais l'exercice. Pendant 3 jours, observe-toi attentivement. Chaque fois que tu penses quelque chose de négatif sur toi, arrête-toi. Reformule-le avec dureté, mais avec respect. Parle comme quelqu'un qui entraîne un esprit fort, pas comme quelqu'un qui veut le détruire. Je te garantis que tu vas remarquer la différence. Parce qu'au final, c'est toi qui vis avec toi-même 24 heures sur 24. Et si tu ne peux pas trouver la paix dans ta propre voie, alors où vas-tu la trouver? 8. L'esprit se construit comme un muscle, avec répétition et feu. Imagine une forge allumée. Le métal, entre faible, mou, sans forme. Mais coup après coup, chaleur après chaleur, il commence à durcir, à prendre forme, à devenir quelque chose de résistant. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il ne se renforce pas avec des théories ou de jolies phrases. Il se construit avec répétition, avec inconfort, avec feu. Parce qu'un esprit fort ne naît pas, il s'entraîne. Et cet entraînement n'a pas lieu une fois par an, ni lorsque tout est calme. Il a lieu tous les jours, dans les petits moments où tu choisis ta réaction. Quand tu ressens de la colère et que tu choisis de ne pas l'exploser. Quand tu ressens de la peur et que tu avances quand même. Quand tu ressens de la tristesse et que tu ne te laisses pas emporter par le drame. Chaque choix est une répétition mentale. Et tout comme le muscle grandit en se déchirant et en se réparant, l'esprit se renforce en traversant le feu sans reculer. Le problème est que la plupart des gens attendent que la force émotionnelle apparaisse comme par magie. Ils veulent être calmes sans pratiquer la tranquillité. Ils veulent avoir de la tempérance sans passer par l'épreuve. Ils veulent être invincibles, mais ils ne sont pas prêts à faire le travail que cela exige. Et c'est la grande tromperie. Croire que tu vas penser différemment sans t'entraîner différemment. Être émotionnellement intouchable n'est pas un état mystique. C'est le résultat de la discipline. C'est décider tous les jours d'agir à partir du contrôle interne et non de l'émotion passagère. C'est choisir à nouveau le calme quand tout crie le chaos. C'est te soutenir quand tout en toi veut t'abandonner. Et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que la répétition. Le stoïcisme ne se vit pas quand tout va bien. Il se vit quand l'environnement brûle et que tu ne le fais pas, quand arrive la critique, la perte, la trahison, et au lieu de s'effondrer, tu réponds avec clarté. Non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que tu t'es déjà entraîné à ne pas te laisser dominer. C'est la différence. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu sais quoi faire avec ce que tu ressens. Et cela ne s'obtient qu'avec de la pratique. Chaque jour, tu as des dizaines d'opportunités de choisir le contrôle. Quand quelqu'un te parle mal, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand tu fais une erreur, c'est là que l'esprit se forge. Dans les petites batailles que presque personne ne voit, mais qui décident de tout. Et si tu n'es pas prêt à répéter, à échouer, à corriger et à réessayer, alors tu ne construis rien. Tu ne fais que survivre. Souviens-toi de ceci. Il n'y a pas de force sans friction. Il n'y a pas de clarté sans confusion. Il n'y a pas de tempérance sans épreuve. Si tu veux être quelqu'un qui ne se brise pas, tu vas devoir traverser le feu de nombreuses fois, sans perdre ta forme. Et pour y arriver, tu as besoin de répétition. Tu as besoin de maintenir la pratique, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Parce que les résultats n'arrivent pas quand tu es fatigué. Ils arrivent quand tu étais sur le point d'abandonner, mais que tu décides de continuer. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de persévérer, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que ce qui te brisait avant ne te touche plus, que ce qui t'agitait avant ne te bouge plus. Et là, tu comprends que oui, ton esprit s'est aussi transformé en quelque chose de fort,
quelque chose de solide, quelque chose d'indestructible. Alors, ne te demande pas si tu as la force. Demande-toi si tu as la discipline de répéter, jour après jour, ce qui construit cette force. Parce qu'il ne s'agit pas de faire ce qui est juste quand c'est facile. Il s'agit de le faire quand ça brûle. C'est là que le muscle mental grandit. C'est là que le caractère se forge. Et c'est là que tu deviens, finalement, émotionnellement, intouchable. Ta vie ne se brise pas du jour au lendemain. Elle se délite dans l'invisible. Tout commence avec le plus tard, avec le « ça n'a pas d'importance », avec le « après tout, qu'est-ce qui change ?» Et ce qui change, c'est tout. Parce que ce que tu ne ranges pas te dérange. Ce que tu ne nettoies pas à l'intérieur pourrit. Et quand tu es déjà à terre, te demandant pourquoi tout te pèse, la réponse est simple. Tu as perdu le contrôle sans t'en rendre compte. Mais personne ne te le dit comme ça. Là-bas, ils te remplissent la tête de discours sur le lâcher-prise, sur le tout arrive, sur le fais confiance à l'univers. Non, assez. Ce qui n'arrive pas, c'est ce que tu ne vas pas chercher. Ce que tu ne construis pas s'effondre, et ce que tu ne ranges pas devient ta prison. Cette vidéo n'est pas pour les gens à l'aise, ni pour ceux qui veulent des solutions sans lever le petit doigt. Elle est pour ceux qui en ont assez de leur propre chaos, pour ceux qui en ont marre d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Ici, nous parlons de l'ordre comme un acte violent d'amour-propre, comme une révolution interne, comme une façon de reprendre le pouvoir que tu as laissé tomber entre les excuses, les écrans et les décisions à moitié prises. Je ne parle pas d'un ordre obsessionnel, je ne parle pas d'avoir une vie parfaite, ni de devenir un robot qui suit des routines au millimètre près. Je parle d'un ordre avec une âme, de regarder tes jours avec les yeux grands ouverts et de te demander « Qu'est-ce que je fous de mon temps ?» Parce que le temps ne pardonne pas. Et si tu ne le prends pas au sérieux, il ne te respectera pas non plus. Le stoïcisme le savait. Celui qui domine son monde intérieur domine le monde entier. Mais tu ne peux rien dominer si tu vis dans le désordre, si ton esprit est un champ de bataille, si tes habitudes sont faibles, si ton environnement est une extension de ta négligence. Alors tu n'es pas ici pour te sentir bien, tu es ici pour te réveiller, pour regarder le chaos de ta vie sans peur et commencer à mettre de l'ordre avec des mains fermes. Parce que personne ne viendra te sauver. Mais tu peux te reconstruire avec intention, avec clarté et avec courage. Nous allons parler de 8 façons réelles de le faire. 8 façons d'utiliser l'ordre comme ton épée. Parce que oui, l'ordre, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, ne t'enchaîne pas. Il te libère et te transforme. 1. Arrête de vivre en attendant le sauvetage. Vivre en attendant que quelqu'un te sauve, c'est comme être assis dans une maison en flammes, en espérant que la pluie tombera juste à temps. Mais la pluie ne vient pas, et tu restes immobile, regardant les flammes progresser sur tes murs, en répétant le même mantra inutile. Ça va changer, quelqu'un viendra, tout va s'améliorer. Il n'y a rien de plus dangereux que de t'habituer à l'espoir passif. Cet espoir qui ne bouge pas, qui n'exige pas, qui t'endort. Beaucoup de gens vivent ainsi. En attendant que le patron reconnaisse leurs valeurs, que la famille les comprenne, que l'amour de leur vie apparaisse, qu'un coup de chance résolve leurs problèmes, qu'un élément extérieur leur apporte ordre, motivation et sens. Mais la vérité est celle-ci, personne ne va arriver. Personne n'a l'obligation de te sauver. Et plus tu tardes à l'accepter, plus tu perds de temps à voir ta vie s'éteindre de l'intérieur. Le stoïcisme a été clair. Le pouvoir est dans ce qui dépend de toi. Tout le reste est une distraction. Attendre le sauvetage, c'est choisir d'être spectateur de ta propre histoire, comme si tu n'avais pas de main pour construire, ni de voix pour décider. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté, parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce qui est cassé, ce qui ne fonctionne pas, ce qui te tire vers le bas. Mais si tu ne te lèves pas et ne fais rien à ce sujet, tu continues à nourrir le mythe qu'un jour tout changera tout seul, par magie ou par la volonté d'autrui. L'ordre, dans ce contexte, est l'acte brutal de te responsabiliser. C'est te dire à toi-même « je n'attends personne, c'est moi qui mets de l'ordre ici ». Et cette phrase change tout. Elle change ta posture, ta façon de te parler, tes décisions.
Parce que tu n'es plus assis à attendre que quelque chose te pousse, tu prends la barre. Et oui, ça fait peur, oui, c'est inconfortable. Mais c'est beaucoup plus digne que de vivre en lançant des sous-entendus à l'univers et des lamentations aux autres. Le désordre naît lorsque tu cèdes le contrôle, lorsque tu préfères que quelqu'un d'autre pense pour toi, décide pour toi, agisse pour toi. L'ordre commence lorsque tu revendiques ton droit et ton devoir de prendre les rênes. Non pas comme un héros parfait, mais comme une personne qui en a assez de sa propre passivité. Personne ne te doit de sauvetage émotionnel, professionnel, spirituel ou physique. Les gens ont leurs propres tempêtes, leurs propres incendies à éteindre. Si quelqu'un t'aide en chemin, remercie-le, mais ne l'attends pas. Parce que si tu en as besoin pour bouger, tu restes dépendant. Et il n'y a pas de pouvoir dans la dépendance. C'est ici que l'ordre devient une déclaration d'indépendance. Lorsque tu arrêtes de regarder sur les côtés et que tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui, en ce moment, même si c'est petit, même si personne ne le voit, même si tu as peur, parce que l'action constante est ce qui construit le changement. Le reste n'est que du bruit. Alors lâche cette idée romantique que quelqu'un arrivera avec les réponses, avec l'énergie, avec la solution parfaite. Personne ne vient. C'est toi qui dois te lever, éteindre le feu, nettoyer les débris et redessiner la structure de ta vie. C'est violent, oui, c'est dur aussi, mais c'est réel. Et dans cette réalité, il y a une force immense qui attend d'être activée. Parce que lorsque tu arrêtes de vivre en attendant le sauvetage, tu commences à vivre comme si ta vie t'appartenait. Et c'est le véritable début de l'ordre. 2. Prends la barre de tes heures. Ta journée est un bateau en pleine tempête constante. Le vent souffle de tous les côtés. Notifications, tâches en attente, voix extérieures, problèmes que tu n'as pas cherchés, mais qui arrivent quand même. Et tu es là, souvent sans barre, laissant les vagues décider de ta direction. Le plus grave n'est pas la tempête, c'est que tu aies oublié que la barre a toujours été entre tes mains. Mais tu la lâches. Tu la mets en pilote automatique. Tu deviens passager, pas capitaine. Chaque heure qui passe sans direction consciente est une heure perdue à jamais. Elle ne revient pas. Elle ne se récupère pas. Elle ne se répète pas. Et pourtant, nous passons notre vie à agir comme si nous avions tout le temps du monde, comme si ton énergie était éternelle, comme si tu pouvais te permettre de commencer demain. Mais la vérité est autre. Tes jours ne sont pas infinis. Tes forces non plus. Et si tu ne décides pas précisément ce que tu fais de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ils t'utiliseront comme un outil pour leurs priorités. Ils rempliront ton agenda de choses que tu n'as pas choisies. Ils te voleront des minutes déguisées en urgences étrangères. L'ordre commence lorsque tu deviens maître de ton temps. Pas lorsque tu remplis ton calendrier d'activités vides, pas lorsque tu sembles occupé toute la journée mais que tu n'avances pas. Il s'agit de prendre la barre de tes heures avec intention, avec force, avec un oui qui compte et un non qui se respecte. Parce que ton temps est ton territoire. Et si tu ne le défends pas, il sera envahi. Le stoïcisme parlait clairement de cela. Sénèque a écrit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et cette perte n'est pas toujours due à de grandes erreurs. Parfois, c'est simplement se laisser aller. Ouvrir les yeux et se livrer au chaos de la journée sans s'arrêter pour se demander « Est-ce nécessaire? Est-ce à moi? Est-ce que cela me construit ou me vide ?» Vivre avec ordre signifie donner à tes heures une armure. Décider à quoi tu consacres tes matins, tes après-midi, tes soirées. Protéger tes moments de concentration comme s'ils étaient de l'or. Parce qu'ils le sont. Parce que ce que tu fais de tes heures devient ce que tu fais de ta vie. Et si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de ce que tu es, commence par regarder ce que tu fais de ton temps. Mais attention, prendre la barre ne signifie pas te remplir de pression absurde. Ce n'est pas te transformer en une machine qui ne se repose jamais. C'est savoir quand s'arrêter, mais pas par paresse, mais par stratégie. C'est utiliser ton énergie intelligemment. C'est éviter que les réseaux sociaux, les opinions, les crises des autres et tes propres impulsions désordonnées t'entraînent comme un courant sans sens. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps.
La réalité est qu'ils n'ont pas de structure, il n'y a pas d'intention dans leur journée. Ils se réveillent tard, improvisent, réagissent au lieu d'agir. Et ainsi passent des semaines entières, des mois, des années, jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent et se sentent qu'ils ont perdu trop, que leur vie leur appartient seulement en théorie, mais pas en pratique. Prends la barre, vraiment. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas que tout soit parfait. Prends simplement le contrôle. Commence par ta première heure de la journée, puis ta deuxième, puis ton après-midi. Petit à petit, comme celui qui reprend un territoire envahi, commence à habiter ton temps avec intention, parce que celui qui maîtrise ses heures maîtrise sa vie, et celui qui ne le fait pas flotte simplement, jusqu'à ce que les vagues le brisent contre les rochers d'une vie sans direction. 3. Ouvre et ferme ta journée comme un rituel sacré. Ta journée est un temple, et c'est toi qui décides si tu y entres avec révérence ou si tu le piétines comme un touriste pressé. Chaque fois que tu te réveilles, c'est comme ouvrir une porte vers l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tu as le pouvoir de décider comment tu vas te tenir face à ce qui vient. Et chaque fois que tu te couches, tu fermes un cycle qui t'a soit renforcé, soit épuisé. Mais la plupart des gens ne le vivent pas ainsi. Ils commencent la journée avec réticence, avec le téléphone devant le visage, l'esprit dispersé. Ils la terminent de la même manière, anesthésiés devant un écran, répétant le même rituel de déconnexion qui ne fait qu'accumuler fatigue et bruit intérieur. L'ordre commence dans l'invisible, et les moments les plus invisibles, le début et la fin de ta journée, sont les plus puissants, parce qu'il n'y a pas de distraction, pas de courriels urgents, ni de conversations en attente. Juste toi avec toi-même. Et ce que tu fais dans ces premières et dernières minutes détermine le ton de tout ce qui se passe entre les deux. C'est comme accorder un instrument. Si tu le fais bien au début, tout sonne mieux. Si tu le laisses au hasard, ce qui sonne sera négligé et désordonné. Le matin n'est pas seulement fait pour se réveiller, c'est pour te rappeler qui tu es. C'est pour t'asseoir, respirer, penser clairement. C'est pour commencer avec intention, pas avec hâte. Si tu commences la journée comme si tu étais en fuite, tu as déjà perdu. Tu as perdu le contrôle, la direction, la concentration. En revanche, si tu prends quelques minutes pour te préparer mentalement et émotionnellement, tout ce qui vient après est affronté avec plus de force. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite. Il s'agit d'avoir un rituel qui te connecte à ce qui compte. Lire quelque chose qui t'inspire, écrire ce que tu veux accomplir, visualiser l'attitude dont tu as besoin. Ce sont des détails, oui, mais les détails font la différence entre une journée maîtrisée et une journée gaspillée. Et à la fin de la journée, la clôture est aussi importante que le début. Tu ne peux pas dormir en paix si ton esprit est en guerre. Tu ne peux pas bien te reposer si ton énergie est restée coincée dans des discussions inutiles, dans des tâches en suspens, dans des pensées qui continuent à tourner comme des mouches. C'est pourquoi fermer la journée est aussi un acte de respect. C'est revoir ce que tu as fait, remercier ce qui a fonctionné, lâcher ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais et nettoyer ton esprit pour dormir léger. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que le repos ne consiste pas seulement à dormir des heures, mais à la manière dont tu arrives à ce repos. Les stoïciens comprenaient l'importance de ces moments. Marc Aurèle, avant de dormir, réfléchissait à ses décisions. Non pas pour se blâmer, mais pour apprendre, pour se polir, pour terminer la journée en conscience. Et au réveil, il réaffirmait son but en tant qu'empereur, en tant qu'homme, en tant que penseur. Parce qu'il ne se levait pas au hasard, il se levait avec une direction. Tu peux faire la même chose, peu importe ton travail, tes circonstances ou tes tâches en attente. Ouvrir et fermer ta journée avec un rituel sacré est ta façon de dire au monde « Mon temps a de la valeur ». C'est ta façon de te donner une structure sans rigidité et du pouvoir sans chaos. Si ta journée commence et se termine avec intention, tout ce qui se passe entre les deux aura des racines plus solides. Et si tu échoues, ce n'est pas grave, tu réessaies demain. Mais ne renonce pas à cet espace, ne le transforme pas en une répétition inconsciente.
parce que là, dans ces minutes sacrées, se construit la vie que tu recherches. 4. Range ton monde, libère ton esprit. Ton esprit est comme un ordinateur puissant, il peut faire des merveilles, mais s'il est plein de fenêtres ouvertes, de fichiers inutiles et de processus en cours en arrière-plan, il devient lent, maladroit, inefficace. Et c'est ce qui se passe lorsque ton monde extérieur est en chaos. Le désordre physique n'est pas seulement visuel, il est mental, émotionnel, spirituel. Chaque objet hors de place, chaque accumulation sans sens, chaque espace envahi par l'inutile, est une charge supplémentaire que tu traînes sans t'en rendre compte. Tu ne peux pas avoir de clarté si tu vis entouré de bruit. Tu ne peux pas te concentrer si ton environnement crie des distractions à chaque coin. Ranger n'est pas une tâche ménagère, c'est un outil stratégique. Il ne s'agit pas d'être obsessionnel ni de vivre dans une vitrine. Il s'agit de construire un espace qui te soutient, pas qui t'épuise. Un lieu qui te rappelle qui tu es et ce que tu cherches, pas qui te traîne vers l'oubli. Quand ta chambre est un chaos, ton esprit le reflète. Quand ton bureau est une pile de papier et de distractions, tes décisions deviennent confuses. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cause et un effet. L'environnement impacte la pensée. Toujours. Et il ne s'agit pas seulement de nettoyer, mais de choisir, de te demander avec chaque chose, est-ce que cela m'ajoute ou me vole de l'énergie? Est-ce que cela représente la vie que je veux ou est-ce que cela occupe seulement de l'espace? Parce que l'ordre ne commence pas en déplaçant des objets, il commence en prenant des décisions. Chaque fois que tu choisis de lâcher ce dont tu n'as pas besoin, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur l'essentiel. Tu renforces l'habitude de couper le superflu. Et cela, dans un monde qui veut te saturer, est un acte de pouvoir. Les stoïciens étaient minimalistes dans leur essence. Ils n'accumulaient pas pour le plaisir, ni ne cherchaient à s'entourer de luxes inutiles. Ils valorisaient ce qui était fonctionnel, ce qui apportait. Non pas parce qu'ils étaient austères par mode, mais parce qu'ils comprenaient que chaque excès distrait, chaque accumulation confond. Le véritable ordre ne se voit pas dans l'esthétique, il se ressent dans l'énergie de l'espace. Et cette énergie se traduit par la façon dont tu penses, dont tu décides, dont tu affrontes ta journée. As-tu du mal à te concentrer? Te sens-tu constamment fatigué sans savoir pourquoi? Regarde autour de toi. Ce que tu vois à l'extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et cela le nourrit aussi. N'attends pas de te sentir prêt pour mettre de l'ordre. Commence aujourd'hui, même si c'est avec une seule chose, une surface propre, un tiroir vide, une armoire qui respire. Chaque objet qui sort est une chaîne en moins. Chaque espace que tu libères est un coin de ton esprit qui recommence à respirer. L'ordre extérieur t'entraîne pour l'ordre intérieur. Et cet ordre intérieur est celui qui te permet de penser clairement, d'agir avec concentration, de décider avec force. Parce que quand tout est à sa place, tu trouves aussi la tienne. Et cela ne concerne pas l'esthétique, il s'agit de direction, parce qu'au milieu d'un monde qui te pousse au désordre, avoir un espace calme est une forme de résistance. Alors arrête de voir l'ordre comme une tâche mineure. C'est une déclaration, c'est ta façon de dire « je n'accepte pas le chaos comme état naturel ». C'est ta façon de construire une base solide sur laquelle tu peux créer, grandir, décider et bouger. Parce que quand tu ranges ton monde, tu ne fais pas que nettoyer le sol. Tu ouvres de l'espace dans ton esprit, et dans cet espace propre, les idées respirent, la discipline s'enracine, et la liberté commence à se sentir réelle. 5. Pense comme un architecte, pas comme un pompier. Il y a ceux qui vivent comme des pompiers, courant d'incendie en incendie, éteignant des feux qu'ils ont souvent eux-mêmes provoqués. Toujours occupés, toujours agités, toujours à la limite. Et ils pensent qu'ils avancent, mais en réalité ils ne font que survivre. Chaque jour est une urgence, chaque décision est une réaction, chaque heure est une course contre le chaos. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de stratégie, juste de l'urgence. Compare-le maintenant à un architecte, quelqu'un qui s'assoit, pense, conçoit, calcule. Il n'agit pas dans la précipitation, il agit avec un but.
Son travail ne se mesure pas à ce qu'il éteint, mais à ce qu'il construit. Et c'est la différence entre une vie dominée par le chaos et une vie guidée par l'ordre. Vivre en réagissant est une habitude dangereuse, parce que cela donne la fausse impression que tu es productif, alors qu'en réalité tu ne fais que colmater des brèches. Et le plus triste, c'est que beaucoup de gens ne se sentent précieux que lorsqu'ils éteignent des feux, comme si leur importance dépendait des problèmes qu'ils résolvent et non des structures qu'ils créent. Mais le problème de cette approche est qu'il n'y a jamais de repos, jamais de clarté, jamais de construction réelle, juste de la fatigue, juste de l'usure, juste plus de chaos déguisé en mouvement. Penser comme un architecte, c'est assumer que ta vie mérite d'être conçue, pas improvisée, que tu n'es pas ici juste pour résoudre des problèmes, mais pour les éviter avant qu'ils n'apparaissent. C'est regarder au-delà du quotidien et te demander « Qu'est-ce que je construis? Est-ce que cela me mène là où je veux ou est-ce que cela me maintient juste occupé ?» L'ordre ne consiste pas à tout contrôler, mais à avoir une vision claire et à agir à partir de celle-ci, même lorsque les choses dérapent. Le stoïcisme nous rappelle que l'important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu te positionnes face à cela. Et si tu ne fais que réagir, tu abandonnes ton pouvoir. Tu laisses l'environnement décider pour toi. En revanche, si tu penses comme un architecte, tu anticipes, tu choisis, tu conçois avec intention. Et cela se reflète dans tout, dans la façon dont tu organises tes journées, dans la façon dont tu prends soin de ton énergie, dans la façon dont tu décides à quoi tu donnes ton attention et à quoi tu fermes la porte. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a un plaisir immédiat à éteindre des feux. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir été utile, d'avoir sauvé la journée. Mais si tu ne prends pas le temps de construire, tu seras toujours coincé dans la même situation. Les crises ne se terminent pas, elles changent simplement de forme. Et si tu n'apprends pas à penser en termes de structure, tu vas passer ta vie à éteindre les mêmes incendies dans des scénarios différents. Penser comme un architecte, c'est aussi avoir le courage de s'arrêter, d'arrêter de courir pour un moment et d'observer le plan de ta vie. Voir quelles parties sont mal construites, quelles zones tu as besoin de renforcer, quelles fondations doivent être refaites à partir de zéro. Et cela demande de l'humilité, cela demande de la discipline, cela demande de dire « Je ne veux plus d'une vie d'urgence, je veux une vie avec une direction ». L'ordre commence lorsque tu arrêtes de célébrer la précipitation et que tu commences à valoriser le design. Quand tu comprends que bouger beaucoup n'est pas la même chose qu'avancer. Quand tu choisis de construire avec patience, avec fermeté, avec clarté. Non pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est plus réel. Parce que c'est seulement ainsi que ta vie cesse d'être un champ de bataille et commence à ressembler à une maison. Une maison forte, stable, conçue par toi. 6. Filtre ce que vous laissez entrer dans votre tête. Votre esprit est comme une maison, et tous les jours, sans vous en rendre compte, vous ouvrez la porte à n'importe qui. Des voix, des images, des idées, des nouvelles, des opinions, des jugements, des comparaisons entrent. Certains s'assoient tranquillement dans votre salon et partent sans déranger, mais d'autres restent, crient, salissent, cassent des choses, envahissent vos espaces les plus intimes et vous font sentir que vous n'êtes pas suffisant, que vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous êtes en train de perdre. Et le pire, c'est que c'est vous qui leur avez ouvert la porte, parce que vous n'avez pas filtré, parce que vous n'avez pas surveillé l'accès, parce que vous avez confondu ouverture d'esprit avec passivité absolue. Vous vivez à une époque où l'information est constante, bruyante, invasive. Tout le monde a quelque chose à vous dire, ce que vous devriez faire, ce que vous ne faites pas bien, ce que vous perdez pendant que les autres avancent. Et si vous n'avez pas une barrière claire, un filtre conscient, vous finissez par être intoxiqué de l'intérieur. Non pas par ce qui se passe à l'extérieur, mais par ce que vous décidez de laisser entrer. Parce que le véritable poison ne vient pas toujours sous forme d'attaque. Parfois, il se déguise en divertissement, en conversation décontractée, en tendance inoffensive. Mais une fois à l'intérieur, il commence à vous voler votre concentration, votre énergie, votre confiance.
Filtrer n'est pas se fermer, c'est se protéger. C'est reconnaître que votre esprit est un espace sacré et que tout le monde ne devrait pas y avoir accès. Tout comme vous ne laissez pas n'importe quel inconnu dormir dans votre lit, vous ne devriez pas non plus permettre à n'importe quel contenu de s'installer dans votre conscience. Chaque mot que vous entendez, chaque chose que vous consommez, chaque personne avec laquelle vous vous liez, laisse une empreinte. Et si vous ne décidez pas consciemment ce que vous permettez, vous finissez par devenir un mélange confus d'opinions étrangères, d'attentes externes, de déchets déguisés en inspiration. L'ordre mental commence par la vigilance. Non pas avec la paranoïa, mais avec le discernement. C'est se demander à chaque stimulus, est-ce que cela me construit ou me contamine? Est-ce que cela me stimule ou me affaiblit? Est-ce que cela me rappelle qui je suis ou me fait douter de moi? Parce que oui, ce que vous consommez vous transforme, ce que vous écoutez vous façonne, et ce que vous répétez mentalement devient une partie de votre identité. Le stoïcisme insistait sur l'importance de l'autodiscipline. Vous ne pouvez rien maîtriser si vous ne maîtrisez pas ce que vous laissez vous nourrir de l'intérieur. Nous sommes tellement habitués au bruit que le silence nous fait peur. Mais c'est dans ce silence que vous pouvez vraiment vous écouter. Et pour y parvenir, vous devez vider votre esprit de l'excès, éteindre ce qui n'ajoute rien, vous éloigner des voix qui ne génèrent que de l'anxiété ou de la comparaison. Arrêtez de suivre des personnes qui vous font vous sentir inférieur. Arrêtez de consommer du contenu qui ne fait que renforcer votre vide. Vous n'avez pas à le permettre simplement parce que c'est à la mode. Vous n'avez pas à porter le bruit du monde simplement parce que tout le monde le fait. Filtrer est un acte de respect. C'est décider que votre concentration a de la valeur, que votre énergie mentale n'est pas une décharge, que votre attention est limitée et doit donc être protégée. C'est comprendre que d'avoir des limites mentales n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce que lorsque vous nettoyez votre esprit de l'excès, vous retrouvez la clarté, vous retrouvez la direction. Et le plus important, vous retrouvez le pouvoir de penser par vous-même. Alors, prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez décider de ce à quoi vous donnez de l'espace à l'intérieur. Votre esprit n'est pas une autoroute ouverte 24 heures sur 24. C'est votre refuge, votre moteur, votre centre. Et si vous ne le protégez pas, personne d'autre ne le fera. Ranger votre vie signifie aussi ranger votre tête. Et cela commence le jour où vous décidez de fermer la porte à l'inutile et de l'ouvrir seulement à ce qui vous pousse à être plus fort, plus clair, plus vous. 7. Romps les pactes avec ce qui t'éteint. Il y a des décisions qui se ressentent comme embrasser des braises. Tu sais qu'elles brûlent, qu'elles font mal, qu'elles te détruisent petit à petit, mais tu les tiens quand même parce que tu t'es habitué à la brûlure. Tu fais des pactes silencieux avec des habitudes qui te consument, des personnes qui t'affaiblissent, des environnements qui te stagnent, des routines qui n'ont plus de vie. Des pactes basés sur la peur, sur le confort, sur la fausse loyauté envers un passé qui n'a plus rien à t'offrir. Et tu continues, faisant semblant que tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu sais que quelque chose t'éteint. Et le pire, c'est que personne ne te l'impose. Tu le permets. Rompre des pactes ne signifie pas toujours affronter le monde. Parfois, cela signifie s'affronter soi-même. Admettre que tu restes dans ce travail parce que tu as peur de ne pas en trouver un autre. Que tu restes dans cette relation parce que tu préfères ne pas être seul. Que tu maintiens cette habitude parce que c'est la seule chose qui te calme, même si elle te détruit de l'intérieur. Il n'y a rien de plus lourd que de savoir que tu pourrais être ailleurs, mais que tu n'oses pas lâcher prise. Parce que rompre des pactes ne fait pas mal à cause de ce que tu laisses. Ça fait mal à cause de ce que ça représente. Cela représente le fait de ne plus être cette version de toi qui s'est résignée, qui s'est adaptée au minimum, qui a préféré éteindre sa lumière plutôt que de déranger les autres. Le véritable ordre commence par des décisions inconfortables. Tu ne peux pas avoir de clarté si tu es lié à ce qui t'empoisonne lentement. Tu ne peux pas avancer si tu portes des relations qui sont déjà mortes,
des habitudes qui sabotent ton énergie, des engagements qui sont nés d'une version de toi qui n'existe plus. Et ici, nous ne parlons pas d'impulsivité, nous parlons de courage. Regarder ce qui n'a plus de sens avec une brutalité honnête et dire « jusqu'ici ». Le stoïcisme ne parlait pas de couper les liens par la colère, mais par la raison. Il disait que ce qui n'est pas en harmonie avec ta vertu, ton but, ta paix intérieure, doit être lâché. Non pas par haine, mais par amour de soi. Parce que chaque chose que tu tiens a un prix. Et continuer à pactiser avec ce qui t'éteint ne fait que t'éloigner de ta clarté, de ta force et de ta croissance. Rompre des pactes implique de l'inconfort. Tu vas ressentir de la peur, de la culpabilité, de la nostalgie. Tu vas entendre des voix qui te diront que tu exagères, que tu devrais rester, que c'est la vie. Mais tu connais la vérité. Tu sais quelles décisions drainent ton énergie, te volent des heures, te retirent de l'éclat. Tu sais où tu perds du temps vital par peur du conflit, du changement, du vide. Et tu sais aussi qu'aucune transformation n'est possible sans une rupture réelle. Chaque fois que tu choisis de maintenir quelque chose qui t'éteint, tu lui dis que c'est bien de rester là. Tu lui donnes du pouvoir. Et ce que tu ne confrontes pas, grandit. Ce que tu ne lâches pas, te définit. C'est pourquoi rompre des pactes n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de liberté. C'est dire « je ne vais plus me trahir juste pour que tout semble calme à l'extérieur ». N'attends pas d'atteindre le fond pour le faire. N'attends pas que la douleur soit insupportable. Si tu sais déjà que quelque chose t'éteint, agis, décide, coupe, libère-toi. Parce que tant que tu ne le fais pas, le désordre continuera à s'immiscer dans tout ce que tu fais. Et ton énergie, celle dont tu as besoin pour construire la vie que tu veux, restera prisonnière de pactes qui n'auraient jamais dû exister. 8. Active ton corps, allume ta clarté. Ton corps est comme une torche. Quand il est allumé, il éclaire tout ce que tu touches. Mais si tu le laisses tranquille trop longtemps, la flamme s'éteint. Et avec elle s'éteint aussi ton esprit, ton énergie, ta clarté. Tu n'es pas seulement un cerveau flottant. Tu n'es pas un esprit séparé du corps. Tu es une unité. Et si ton corps s'oxyde, ta pensée se brouille. Si ton sang ne bouge pas, ton focus se traîne. Si tu n'actives pas ton corps, tu renonces à l'un des moteurs les plus puissants que tu as pour penser mieux, te sentir mieux et agir avec plus de direction. L'erreur de beaucoup est de croire que le mouvement n'est qu'une question esthétique, une obligation physique pour ne pas grossir ou se regarder bien dans le miroir. Mais le mouvement est bien plus que cela. C'est une médecine mentale, c'est une clarté émotionnelle. C'est une façon de rappeler à ton système nerveux que tu es vivant, que tu as de la force, que tu peux résister, pousser, avancer. Le corps a besoin de tension pour se renforcer, et l'esprit aussi. Quand tu bouges, tu entraînes les deux en même temps. Tu ne fais pas seulement de l'exercice, tu actives des circuits de concentration, de décision, de volonté. Les stoïciens comprenaient cela mieux que beaucoup de modernes. Ils ne parlaient pas de corps de magazine, ils parlaient de corps préparés pour la vie. Disciplinés, résistants, prêts à supporter le froid, la douleur, l'inconfort. Parce qu'ils savaient qu'un corps entraîné se traduit par un esprit plus ferme, plus présent, plus difficile à briser. Marc Aurèle s'entraînait tôt, avant de faire face aux défis de l'Empire. Il ne le faisait pas par caprice, il le faisait par nécessité, parce que le corps est le pont entre l'idée et l'action. Tu peux avoir de grandes pensées, mais si ton corps est faible, si tu manques d'énergie, si tu es chargé de léthargie, tu ne vas rien soutenir de ce que tu penses. Tu vas tomber à la première tentative. Quand tu t'actives physiquement, tout change. Tu respires différemment, tu te parles différemment. Tu te connectes avec une version de toi qui a plus d'élan, plus de décision. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète professionnel. Tu as juste besoin de bouger, sortir pour marcher avec intention, s'entraîner avec discipline, sortir ton corps du mode passif. Parce que dans ce mouvement, il y a un déblocage, il y a de l'oxygène pour les idées, il y a de l'espace pour la clarté.
Et quand tu ne le fais pas, tu le paies. Tu le paies sous forme de brouillard mental, d'irritabilité, d'anxiété, de fatigue chronique qui ne se guérit pas en dormant. Tu le paies avec confusion, avec ce sentiment que tu perds le contrôle, mais tu ne sais pas pourquoi. Et bien souvent, tout ce dont tu as besoin est de bouger. Faire en sorte que ton corps se réveille, que ton sang circule, que tes muscles sentent qu'ils sont vivants et non oxydés par la routine sédentaire que tu as normalisée. Ce n'est pas négociable. Si tu veux de l'ordre mental, tu as besoin de l'ordre physique. Si tu veux de la clarté, tu as besoin d'énergie. Si tu veux prendre des décisions fortes, tu as besoin de te sentir fort. Et cette force ne s'achète pas, elle se construit avec constance, peu importe par où tu commences. Ce qui importe, c'est que tu arrêtes d'ignorer cette partie de toi qui te demande du mouvement. Parce que chaque jour où tu choisis l'inertie sur l'action, tu éteins un peu plus ta clarté. Active ton corps, non pas comme une punition, mais comme un allumage. Non pas comme un sacrifice, mais comme une stratégie. Parce que ton corps, lorsqu'il est éveillé, devient un phare. Et ce phare éclaire ton chemin, même dans les jours les plus sombres.